Mise à mal par plusieurs crues successives fin 2023, les digues qui entourent la boucle et le lac de la Tailla ont été fragilisées. Le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère mène actuellement des travaux de consolidation. Peinture, danse, comédie musicale, la Bajart, tout type d'artistes se rencontrent. Inauguré en octobre 2023, ce tiers-lieu artistique accueille des compagnies à l'année ou pour de courtes durées. Et puis on parlera justice, ses moyens, ses délais, mais aussi des violences faites aux femmes, trafic, drogue, prison et peut-être un peu de cinéma à la fin de ce JT. Le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, Christophe Barré, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 31 janvier 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À qui le tour? Après les chauffeurs de taxi en début de semaine, ce sont les syndicats de l'éducation nationale qui appellent à la grève jeudi, un mouvement prévu de longue date et qui devrait conduire à des emplois du temps gruyère pour les enfants à défaut d'avoir la cantine. Les mots d'ordre de meilleurs salaires pour attirer vers les métiers de l'éducation, contre les suppressions de postes, abandon du pacte, du choc des savoirs, défense de l'enseignement adapté, refus du SNU, le service national universel, qui risque d'empiéter sur le budget et le temps scolaire. Je cite, une assemblée générale est prévue à 14h devant le rectorat de Grenoble. Les agriculteurs, eux, que le discours de Gabriel Attal n'a pas satisfait, poursuivent leur mouvement, notamment à Grenoble, du côté de la 480 à hauteur du pont de Catane. Une délégation devrait être reçue par le préfet de l'Isère vendredi après-midi, selon Cédric Ruzin, représentant FDSEA sur le barrage. Permettre une meilleure circulation de l'Isère et éviter les débordements, c'est le rôle des digues qui sont aussi là pour protéger la plaine du Grésivaudan. Malheureusement, les récentes et violentes inondations de novembre et décembre les ont endommagées. Lieu habituel des promeneurs, la boucle de la Tailla est désormais fermée, le temps de procéder à des travaux de consolidation. Jérémy Pinard. Quand l'Isère s'agite, ses digues s'affaiblissent. À Mélan, autour du lac de la Tailla, les pelleteuses et camions s'activent pour restructurer les tronçons de berges érodés par une montée des eaux exceptionnelle. L'objectif de ce chantier, c'est de réparer, de conforter la digue de la Tailla. Donc là, on est sur un premier tronçon, le tronçon le plus amont. Il y en a un autre en aval. En tout, ça représente presque 400 mètres qui vont être à conforter. Une restructuration d'apparence identique, mais consolidant considérablement la résistance de la digue. Il faut imaginer, quand on regarde au bout du chantier, on voit un rideau d'arbres. Celui-là, on le conserve parce que le talus n'a pas glissé. Donc voilà l'emprise qu'on avait, c'est-à-dire que la berge avançait de plusieurs mètres dans l'Isère avec un rideau d'arbres. L'aménagement qu'on est en train de mettre en place, le confortement, lui, va s'inscrire dans le même profil. C'est-à-dire qu'on ne va pas empiéter dans la rivière plus que la berge avant qu'elle s'effondre. Dans le creux de cette boucle, sur la durée des crues, le plan de la Tailla avait presque disparu. La rivière a débordé dans le lac et de l'autre côté, le lac a lui aussi abîmé une portion de digue pour se reverser dans l'Isère. Des phénomènes dits de surverse. Donc on a eu 2 points de surverse. Le premier au nord de l'Isère vers le lac et le second du lac vers l'Isère. Si le phénomène s'était poursuivi et si on fait face à d'autres érosions comme celles qui ont été observées, ce qu'on pourrait craindre, le scénario catastrophe, serait une rupture des digues de la Tailla avec un changement du lit de l'Isère qui pourrait adopter un tracé qui serait plus direct, qui viendrait traverser le lac et qui pourrait engendrer directement sa disparition. Une crue exceptionnelle dont le débit n'a été dépassé qu'une seule fois en 1955. Un chantier de 3 mois qui permettra aux usagers de profiter du site en toute sécurité. Et ça va mieux du côté de la voie sur berge à Grenoble qui a finalement rouvert à la circulation mardi à 18h30. Elle était fermée depuis plusieurs semaines, le temps de dégager les voies, les inondations ayant charrié limons, branches et troncs d'arbres. Yoga dynamique, danse, swing, musique ancienne et bien d'autres. En 2024, on s'y met à la Bajart. Ce lieu de rencontre pour artistes amateurs et professionnels a ouvert ses portes à l'automne dernier à la Bajatière. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer une dynamique dans ce quartier grenoblois. Cléa Dubray. Une salle de sport transformée en lieu de vie culturel et artistique, voilà le projet de l'association La Bajart à Grenoble. Rénové en 2020, il aura fallu attendre octobre 2023 pour qu'une 50aine d'artistes prennent leur marque. Le membre fondateur de la Bajart, c'est une association qui s'appelle Pim en scène, qui fait de la comédie musicale avec des jeunes de 5 à 25 ans.
Et pendant des années, on a été logés par la ville de Grenoble à l'école Beauvert. Et en fait, suite au Covid, on pensait que ça ne serait plus possible d'aller dans les écoles. Et du coup, on s'est mis à chercher un lieu. Et en fait, on a trouvé ce bâtiment. Salle de danse, studio de mixage ou atelier de peinture, tous ces espaces de création sont mis à disposition des artistes professionnels comme des amateurs. C'est la mise à disposition de lieux qui est intéressante et c'était un peu l'idée première de la Bajart, à la fois de faire croiser des gens, mais aussi d'offrir des mises à disposition d'espaces à des prix qui sont des prix qui sont très raisonnables. Pour les artistes, tout l'intérêt est de se retrouver et partager un moment. Certains résidents annuels accordent même leur violon et créent des projets ou des expositions ensemble. Moi, ce que je trouve vraiment super chouette à la Bajart, c'est qu'il y a énormément de personnes qui font des choses très différentes, qui viennent ici aussi selon des rythmes différents. Donc il y a des personnes qui viennent au quotidien et qui viennent faire de la musique, de la danse, qui sont chorégraphes, qui sont artistes visuels, plasticiennes. Et des personnes qui viennent de façon beaucoup plus ponctuelle pour faire des stages, pour faire des cours, pour donner des cours. Et du coup, en fait, il y a plein de rythmes qui se mélangent et qui se rencontrent. Et on se retrouve les midis pour manger, on se retrouve pour faire des événements divers et variés. Et c'est vraiment, ça foisonne et c'est très stimulant quand on crée. La Bajart s'étend aussi en dehors de ses murs et organise des rencontres avec des écoles du quartier de la Bajatière, un moyen pour les petits artistes en herbe de faire leur première gamme. Un mot de sport et la très belle victoire de Grenoble mardi soir à Pôle Sud face à Marseille en Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loups l'ont emporté 9-1. On ne va pas tous vous les montrer, mais sachez que les buteurs se nomment Coudry, Fleury, Bachelet ou encore Deschamps. Un vrai festival et une victoire sans contestation. Il faut dire que toutes les lignes s'y sont mises. Les Grenoblois tenteront le blanchissage vendredi à Bordeaux avant la trêve internationale. Comment se porte la justice à Grenoble? On va en parler à présent avec mon invité, Christophe Barré. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes le procureur général de la Cour d'appel de Grenoble, qui comprend l'Isère, mais aussi la Drôme et les Hautes-Alpes. L'audience solennelle de rentrée a eu lieu il y a quelques jours. Et lors de cette audience, vous avez notamment dit que seule la justice ne peut pas changer la société, pas toute seule. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Le processus judiciaire est un processus qui est complexe et qui est évidemment indispensable dans toutes les sociétés pour apaiser les tensions, les conflits, pour apporter une réponse, sanctionner les comportements qui ne sont pas acceptables. Mais nécessairement, ça implique beaucoup d'autres institutions et ça implique aussi chacun de nos concitoyens. Pour faire une enquête, il faut des enquêteurs, donc des policiers. Donc ce n'est pas le service de la justice à proprement parler. Pour exécuter des peines de prison, il faut une administration pénitentiaire. Pour exécuter d'autres peines, par exemple des peines pécuniaires, l'administration fiscale. Donc vous voyez que chacun est nécessairement impliqué. Alors pour agir mieux, plus rapidement, la justice a besoin de moyens. Est-ce que des renforts sont prévus dans les prochains mois dans le ressort de la Cour d'appel de Grenoble ? Alors, il y en a pour le ressort de la Cour d'appel de Grenoble, il y en a dans un cadre plus général, au niveau national. Et il y a eu des efforts budgétaires qui sont très importants, qui ont été effectués ces dernières années, qui sont historiques, qui sont inédits, et que nous allons donc recevoir au fur et à mesure, parce que ça demande beaucoup de temps pour former un magistrat, pour former un greffier, et donc ce sont des renforts qui vont arriver petit à petit. Ça devrait satisfaire les greffiers qui étaient en grève il y a peu de temps. Oui, il était venu manifester notamment lors de la venue du garde des Sceaux. Oui, il y a pour d'autres raisons aussi, pour des raisons statutaires, mais en effet, un greffier, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a en général bac plus 6,5. Et il faut évidemment que le statut s'accorde avec cette compétence, et c'est ce qui a été arrêté avec le ministre de la Justice. Le gros du contentieux, c'est quoi en Isère? Est-ce qu'à Grenoble, c'est particulièrement les trafics de drogue? Oui, ça en fait partie. Chacun sait que c'est une région qui est très sérieusement touchée par les trafics de drogue, mais qui sont le fil rouge de la délinquance. Si, par miracle, on pouvait les faire cesser, on ferait chuter considérablement la délinquance, parce qu'il y a toute la délinquance périphérique, qui, par exemple, chacun y pense, les règlements de compte. Les règlements de compte, c'est évidemment très directement lié au trafic. Est-ce qu'à Grenoble, évidemment, il y a aussi les violences faites aux femmes?
elles sont de mieux en mieux prises en compte. Et pourtant, le pourcentage de plaintes pour viol qui aboutissent à des condamnations est toujours extrêmement faible. Alors, c'est complexe, mais ce qu'on compare, on dit que c'est faible, ce ne sont pas les plaintes. Ce sont les gens qui disent qu'ils ont été victimes de viol, et ça peut évidemment être le cas. Mais une procédure, c'est long, et sur les procédures d'infraction sexuelle, ce qui est très compliqué, c'est la preuve. C'est-à-dire la preuve que, non pas d'un rapport sexuel, quand il s'agit d'un viol, ça en général, ça n'est pas tellement la question, mais c'est quelle est l'intention. Est-ce que celui qui est poursuivi avait l'intention de commettre un viol? Est-ce que la personne avec laquelle il a eu un rapport sexuel était consentante pour ce rapport sexuel? Et c'est ça qui est souvent très difficile à établir, parce que dans un certain nombre de cas, on se retrouve avec la parole de l'un contre celle de l'autre. Et donc, évidemment, en termes de preuves, c'est compliqué. La maison d'arrêt de Vars est souvent pointée du doigt pour ses conditions carcérales. Est-ce qu'il faut aussi envisager d'autres peines que l'emprisonnement ? Bien sûr, et on les envisage depuis assez longtemps. On a célébré les 30 ans du TIG, du travail d'intérêt général, dont tout le monde connaît le nom. Donc, vous voyez, plus de 30 ans. Donc, bien sûr, il faut toutes les peines. Et dans les peines, il y a aussi ce qu'on appelle les peines pécuniaires, c'est-à-dire l'action patrimoniale, les confiscations, les amendes. Et ça fait partie des choses qui sont très importantes. Ça fait, c'est vraiment l'effort. Et ce à quoi j'appelle les uns et les autres, c'est nous aider à diversifier les peines. Elles existent dans la loi. Après, le sujet est aussi de les mettre en œuvre. Si on prend le travail d'intérêt général, on a plusieurs centaines de postes en Isère, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait sans doute les doubler et les tripler pour qu'on puisse y avoir recours, ce qui n'est pas toujours simple, parce que certains de nos condamnés sont complètement inaccessibles à ce genre de peine. Lorsque vous avez affaire à des gens qui sont des multirécidivistes et qui choisissent de se marginaliser dans la délinquance, inutile de vous dire que c'est très compliqué pour obtenir leur adhésion pour qu'ils effectuent un TIG. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Il faut rénover aussi les maisons d'arrêt, et notamment celle de Vars. Bien entendu, et il faut aussi construire d'autres prisons. Dans le ressort, je l'ai dit, nous manquons d'un établissement de 600 places de prison pour être au niveau de la moyenne nationale. Donc vous voyez que c'est très important, c'est 2 fois la maison d'arrêt de Vars. Donc il nous manque 2 maisons d'arrêt de Vars pour qu'on soit au même niveau que la moyenne nationale. Mais la prison, ça n'est pas la seule peine. Ça, c'est très important qu'on le retienne. Il y a d'autres peines qui sont très efficaces et qu'il faut évidemment utiliser. Le film de l'année 2023, c'est bien sûr Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'Or, qui concourt aux Oscars et aux Césars, dans lequel une scène de procès avec un avocat général qu'on va adorer, détester. Est-ce que vous avez vu ce film et qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment des scènes de prétoire ? Alors oui, je l'ai vu, comme vous le voyez. Moi, c'est un film magnifique. C'est une œuvre d'art magnifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un documentaire sur la justice. Parce que la manière dont l'action judiciaire et le processus judiciaire est présenté ne correspond pratiquement en rien avec la réalité. Mais pas surtout. Il y a au moins 2 choses qui sont vraies. La première, c'est qu'une affaire criminelle comme celle-ci, ça bouleverse forcément des vies, indépendamment évidemment de celui qui a perdu la vie. La deuxième chose, c'est que, et ça on le voit très bien dans le film, on mobilise des moyens, heureusement, considérables pour essayer de trouver la vérité. Mais là où c'est très très éloigné de la réalité française, c'est que nous avons une justice qui est dominée par un principe qui est celui de l'impartialité. C'est-à-dire que, par exemple, l'avocat général en France n'a pas à soutenir une thèse. Ce n'est pas un avocat de l'accusation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et contrairement... Parce que là, il a l'air d'avoir déjà sa petite idée quand même. Ah ben c'est plus que sa petite idée. Il cherche à tout prix à démontrer... on ne va pas raconter la fin, mais voilà. Mais si, enfin, on peut dire qu'il cherche à tout prix à démontrer que la personne qui est jugée est coupable. Ouais. Et ça n'est pas du tout ce qu'on vit en France, où l'avocat général est à égale distance des parties, et son rôle, c'est de contribuer dans le rôle du ministère public, c'est-à-dire du défenseur de la loi, et non pas d'une thèse. Il défend la loi et pas une thèse, de contribuer à ce que la loi dise on parvienne à la manifestation de la vérité.
Voilà. Donc vous voyez que c'est un positionnement qui est très différent. Même chose dans le film, on voit des enquêteurs qui cherchent à démontrer une thèse. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et même chose aussi sur les experts. En France, on a des experts qui sont tenus à l'impartialité. Donc il n'y a pas un expert de la défense et un expert de l'accusation. Voilà, on croise les doigts en tout cas pour les Oscars, Oui, d'autant qu'il y a quelques scènes se situent à Grenoble et qui parlent de plein de alors choses. là, on peut dire qu'il démontre, il décrit très bien ces ressorts intimes des relations de couple. Bien sûr. Merci beaucoup, Christophe Barré. Avec plaisir. Et quelques idées de sortie encore qui pourraient peut-être vous intéresser, monsieur le procureur général. Ne dit-on pas que le droit s'amène à tout à condition d'en sortir? Maître, vous avez la parole. C'est le One Avocat Show de Sébastien Wust à découvrir cette fin de semaine à la Basse-Cour à Grenoble. Un avocat en retard se retrouve seul face à l'auditoire pour une heure de vérité. Il égratigne sur un ton décalé, sans filtre, le monde de la justice, la défense des assassins, les moyens de preuve du Moyen-Âge, les avocats des séries télé, les clients menaçants ou le cas du Père Noël. Il se moque des clichés et surtout de lui. Il sera aussi question de justice, mais pas que, jeudi soir avec une avant-première au cinéma Le Club à Grenoble, en présence d'une partie de l'équipe du film Borgo. Le réalisateur Stéphane Demoustier et les comédiens Louis Mémy et Cédric Apieto viendront parler de cette histoire qui se déroule en Corse, dans une prison où l'on dit que ce sont les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse. Une jeune surveillante protégée par un détenu se retrouve dans une mécanique pernicieuse quand celui-ci lui demande un service à sa sortie de prison. La guerre, pas des bancs de Corse, mais du climat dans Presse Citron, le cycle de conférences de la métropole de Grenoble autour des transitions sociales et environnementales. 3e épisode jeudi, le journaliste du Monde Nabil Wakim, auteur du podcast Chaleur humaine, également d'un livre au même nom, évoquera son activité. Chaque semaine, il interroge des experts du climat, des sociologues, des économistes avec cette question: comment lutter efficacement contre le dérèglement climatique? Rendez-vous au siège place André Malraux après le boulot. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.